Elles mettent du goût et de la couleur de nos vies, sans qu'on prenne assez le temps de les découvrir. Dans cet épisode, on vous propose de partir en voyage à travers les épices du monde entier et de comprendre pourquoi elles parfument si bien notre quotidien. C'est l'épisode 496, vous êtes bien sur Podcast Science, bienvenue. Et ce soir, donc on a Johan depuis Paris, tu nous dis aussi ton épice préférée ? Très bien, moi mon épice préférée c'est le curcuma. Salut. Ok. On a Pascal depuis la campagne orinoise. Salut Pascal. Salut. Et une épice préférée aussi ou pas ? Oh, il y en a tellement. Allez, on va dire le cumin. Ok. On a Eléa ce soir qui va nous faire le petit dossier sur les épices. T'as une épice préférée aussi toi ? La cannelle, je pense. Ah ok. Moi je suis plutôt curry, mais après on va savoir si c'est vraiment une épice ou quoi que ce soit, j'en sais trop rien. Parce que ce soir, moi je fais que passer le plat épicé à Eléa, chaud devant. Eléa, c'est à toi. Très bien, bonsoir tout le monde, tous les auditeurs et auditrices. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait longtemps que j'avais pas fait de dossier ou de chronique, et ce soir j'ai proposé un petit sujet léger, à savoir les épices, parce que j'ai eu l'occasion de faire une conférence il y a pas longtemps sur la botanique des épices au musée de la bière à Stenay pour la fête de la science, et du coup je me suis dit que j'allais vous en faire profiter aussi. Donc on va passer, je sais pas combien de temps, ça dépendra un peu des autres aussi dans l'épisode ce soir. Et parler des épices, mine de rien, c'est important parce que j'ai réalisé en faisant des recherches pour cette chronique que c'était pas si facile déjà rien que de se mettre d'accord sur une définition de qu'est-ce qu'une épice. Alors pour commencer cette chronique, je vais poser la question à ma super équipe de Podcast Science. C'est quoi une épice ? Alors moi je tente un truc qui donne du goût. Ok. Cléora, une idée ? Ouais, un truc qui donne du goût, mais qui n'est pas de la verdure, quoi. C'est pas des persil ou des trucs comme ça. Je pense pas que c'est des épices. Ok, très bien. Johan, as-tu une hypothèse sur la question ? Alors moi j'ai une hypothèse, oui. L'épice c'est une substance produite sur la planète Arrakis par les vers des sables dont elle est une sécrétion. C'est quoi ce spoil ? Donc je crois que tu viens de donner la définition de l'épice selon Frank Herbert, l'auteur de Dune, qui est un roman de science-fiction. Moi, en tout cas, j'ai commencé à faire mes recherches en consultant les dictionnaires, puisque c'est une bonne pratique de consulter le dictionnaire. Alors je suis allée voir du côté du petit Robert. Qu'est-ce qu'une épice ? Le petit Robert m'a dit « C'est une substance végétale, aromatique ou piquante, servant à l'assaisonnement des mets. » Dans les synonymes, on trouve aromate et condiment. Bon, je suis allée voir ce que c'était qu'un aromate pour le petit Robert, du coup. Et pour le petit Robert, aromate, c'est une substance naturelle odoriférante. Très bien. Et du côté de condiment, il le définit comme une substance de saveur forte destinée à relever le goût des aliments. Bon, c'est pas la même définition, mais tout ça c'est synonyme pour le petit Robert. Je n'étais pas satisfaite, du coup je suis allée voir le petit Larousse. Enfin, je sais pas s'il est petit le Larousse, mais le Larousse en tout cas. Du côté de Larousse, on définit une épice comme une substance aromatique et végétale servant à l'assaisonnement des mets. Et il précise d'ailleurs que ça vient du latin species, qui veut dire denrée. Très bien. Donc je suis allée voir dans les définitions de aromate et condiment, puisque ça a l'air un peu pareil pour le petit Robert, mais pas pour le Larousse. Du côté de aromate, on trouve une substance parfumée d'origine végétale. Très bien. Et du côté de condiment, on trouve une substance seule ou une préparation. Exemple moutarde ou pickles, ajoutée aux aliments cuits ou crus pour en relever la saveur. Synonyme, épice. Bon, très bien. J'ai continué ma recherche en utilisant Wikipédia, puisqu'il nous rend bien des services quand même. Et sur Wikipédia, on a une définition un peu plus poussée, puisqu'une épice, c'est une matière organique d'origine végétale, odorante ou piquante. Elle est principalement utilisée en petite quantité, en cuisine, comme conservateur, assaisonnement ou colorant, mais aussi en médecine, en teinturerie ou en distillerie. La notion d'épice se confond partiellement avec celle d'aromate, et dans une moindre mesure, de condiment. Voilà.
Ça précise un peu que ça viendrait du latin species, substance, et que ce n'est que à partir du XIIe siècle, apparemment, que sous Charlemagne, une épice, ça devient une substance aromatique et pas juste une substance quelconque. Je suis bien avancée. Alors, quand on fait ce genre de recherche, on se rend compte que les épices, c'est quelque chose qu'on consomme au quotidien, qu'on achète, qu'on vend, qu'on mange, et du coup, il y a des lois sur ces choses-là, et donc, plutôt que d'utiliser le dictionnaire, je suis allée me tourner vers les normes et les grands organismes qui sont chargés de créer des définitions, et là encore, ils sont pas tous d'accord avec le terme épice. Donc du côté de ISO, vous savez la norme ISO, là, alors ISO, c'est International Standardization Organization, parce que j'ai trop l'accent anglais. Du côté de la norme ISO, on définit une épice comme un produit végétal ou un mélange de ceux-ci qui sont exempts de matières étrangères et qui sont utilisés pour donner de la saveur et de l'arôme et pour assaisonner les aliments. Le terme s'applique à la fois aux produits entiers et aux produits en poudre. Du côté de la FDA, la Food and Drug Administration, le terme épice désigne n'importe quelle substance végétale aromatique sous sa forme entière, brisée ou moulue, à l'exception des substances qui ont été traditionnellement considérées comme des aliments comme les oignons, l'ail et le céleri. Et du côté de la FAO, donc c'est la Food and Agriculture Organization, là ils disent que les épices ce sont des produits végétaux tels que les feuilles, fleurs, graines et racines qui sont riches en huile essentielle et en principes aromatiques. Elles sont essentiellement utilisées comme condiments. Bon, tout ça c'est très bien, mais juste pour dire qu'on se rend compte que personne n'a la même définition d'une épice, alors ce que je vous propose, c'est de la fabriquer un peu nous-mêmes, et de se dire que, finalement, si on revient à la base de la base, un aromate, on pourrait considérer ça comme la partie plutôt aérienne d'une plante aromatique, donc une plante qui a des arômes, et qu'on utilise pour modifier l'arôme d'un plat et pour aromatiser quelque chose qu'on fait en cuisine. Du côté de l'épice, on pourrait considérer ça comme une partie d'une plante qui est destinée à rehausser le goût d'un plat et qui peut être conditionnée, séchée en poudre, broyée, etc. Donc, On a une question de Yves dans la chatroom qui demande si le cannabis c'est une épice. eh ben, si vous cuisinez avec et que ça change le goût, probablement que vous pourriez considérer ça comme une épice. Malheureusement, ça ne fait pas partie de la liste des plantes qui sont référencées comme des épices par les administrations compétentes, et vous le verrez peut-être plus tard. Donc, ça vous convient la différence entre aromate et épice pour l'instant ? Genre un aromate, ce serait plutôt une plante fraîche ou sèche, mais plutôt une partie aérienne, du style le thym, le basilic, le laurier, etc. Donc des feuilles ou des hautes plantes qu'on utiliserait pour modifier. Donc si vous l'étiez persil, ce serait plutôt des aromates aussi. Par exemple. Ok. Une épice, du coup, ça peut être n'importe quelle partie d'une plante qui contient des composés aromatiques, mais qu'on utilise pour assaisonner un plat, quoi, pour rehausser le goût. Et ça peut être conditionné, du coup. Ça peut être une poudre, etc. Et un condiment, du coup, ce serait n'importe quelle substance destinée à assaisonner, qu'elle soit transformée ou pas. Et là, dedans, on peut avoir des matières minérales ou autres, donc on pourrait mettre le sel, on pourrait mettre tout produit qui ne vient pas d'une plante, mais les épices rentrent, du coup, aussi dans les condiments. Et donc le sel n'est pas une épice. Le sel n'est pas une épice, dans cette définition. Est-ce que ça vous irait comme définition ? Moi j'aime bien, ouais. Ok. Très bien. Alors, on va rester là-dessus. On va garder ça pour le début de l'émission. Et donc, je vais vous parler de plantes, de parties de plantes, qui ont un goût, qui sont aromatiques et qu'on utilise pour transformer le goût des plats. Ça vous va ? Ouais. Nickel. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? Donc du coup, ça va jusqu'à la racine, on est d'accord ? Jusqu'au Ça va jusqu'à la gingembre, racine. tout ça, ouais, ok. Ouais, ok. Alors, première partie d'un dossier sur les épices qui nous intéresse quand même, c'est, à votre avis, depuis quand on mange des épices ? Dès qu'on a commencé à cuisiner. Probablement, je sais pas. Comment vous feriez pour savoir depuis quand on mange des épices ?
Il y a des paléo cuistots qui vont. Non, mais je pense qu'il va y avoir ça, non, parce que j'avais déjà vu ça pour les maquillages, des gens qui allaient analyser les maquillages, et donc tu dois avoir des gens qui prennent des tambouilles et puis qui identifient ce qui est des tambouilles fossilisées et qui regardent ce qu'il y a à l'intérieur, non? Du coup, t'aurais lu des publis de paléo-cosmétologie? Je sais plus, j'en ai entendu parler parce que j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait au Louvre et qui faisait de la paléo, c'est ça là, au Louvre, dans le musée dans le laboratoire en dessous du Louvre. Ok. Bah, effectivement, il y a des paléontologues qui vont s'intéresser à qu'est-ce qu'on mangeait et qu'est-ce qu'on utilisait auparavant. Et à votre avis, comment ils font pour retrouver des traces comme ça de plantes et pour savoir qu'est-ce qu'on utilisait? Parce que les plantes, ça reste de la matière, et vous avez vu que si vous laissez n'importe quelle matière végétale sur votre bureau, il finit par pourrir et se décomposer, et que c'est difficile d'en trouver des traces. Ouais, ça se dégrade vite. Même quand c'est tout sec, tout... Alors quand c'est sec, un peu moins, mais quand même. Genre même des restes entre les dents et trucs comme ça, ça... Ouais, alors effectivement, il y a des gens qui sont des dentistes et qui font de la paléontologie, donc les paléo-odontologues. D'ailleurs, on a fait un épisode avec une paléo-odontologue il y a quelques années déjà, avec Perrine Munaro. Et donc, on peut savoir ce que les gens consommaient comme type d'alimentation si on regarde leurs dents. Mais plus précis encore, on peut analyser des restes dans les vestiges archéologiques, que ce soit dans les fosses qu'on utilisait pour jeter les déchets, ou alors dans des amphores, où là c'est beaucoup mieux conservé. Ou si on a de la chance, on peut trouver des graines qui sont encore conservées et en état d'être identifiées. Mais plus fort encore, on peut trouver des vestiges qu'on appelle les phytolithes. Et les phytolithes, c'est des sécrétions que vont faire les cellules de plantes, des sécrétions de calcium, entre guillemets, qu'elles vont excréter à l'extérieur de leurs cellules. Et en fait, quand toute la matière se dégrade, il reste la forme de ce squelette comme ça de calcium qui est excrété. Et en fonction de la forme des cellules, comme ça, qu'on arrive à trouver dans des petits morceaux de restes d'amphores, eh ben, on peut carrément identifier la plante. Donc on sait qu'il y a déjà 5000 ans sur tout le bassin méditerranéen, on consommait du pavot, du cumin, de l'aneth, et même des plantes sauvages comme de la lierre, et que probablement depuis que on s'est installé en fait comme population sédentaire, eh ben tout le monde aromatise ses plats avec des épices. Donc ça c'est hyper intéressant, et il y a des publis forcément trop intéressantes à ce sujet. Je vous invite à aller en lire, et puis on vous en mettra quelques-unes dans les notes d'émission si ça vous intéresse. Voilà. Donc on sait que ça fait très longtemps qu'on consomme des épices, et si ça vous intéresse, je vais vous faire une très très courte histoire des épices. Alors les épices, à l'origine, on les connaît surtout plutôt de l'Est, donc c'est plutôt en Chine qu'on utilisait des épices, dans les pays tropicaux, etc. Et c'est arrivé en Europe plutôt via la Méditerranée, donc pendant très longtemps, c'est les pays méditerranéens qui ont contrôlé le commerce des épices, et qui en ont fait l'échange et le commerce avec les pays de l'Est, et donc toute l'Europe était un peu verrouillée aux épices. À l'Antiquité, on connaissait déjà le poivre par exemple, mais il était importé à un tarif exorbitant, et c'est vraiment tout le bassin méditerranéen qui contrôlait le commerce. Alors l'histoire Ça vient d'où le poivre, pardon? Ça vient d'où le poivre? Eh ben c'est d'Asie tropicale, complètement à l'est. Et donc c'était importé via des routes commerciales qui s'arrêtaient à la Méditerranée. Et ensuite c'était tout le royaume d'Italie, etc., qui commercialisait à l'Europe à des prix très très chers, quoi. Cette histoire des épices, c'est intéressant parce que c'est en partie ce qui a façonné l'histoire de l'Europe, et donc il y a des grandes découvertes qui ont été faites très fortuitement en essayant juste de faire la guerre aux épices et aux routes commerciales pour les épices. Les gens en avaient marre de payer très très cher des épices qui venaient de l'autre bout du monde, ils savaient pas de quelle plante ça venait, etc. Et très rapidement, les Européens, quand ils ont commencé leurs explorations maritimes, ils ont cherché de nouvelles routes commerciales pour aller directement en Asie ou en Inde pour s'approvisionner en épices. Alors, vous connaissez peut-être des gens qui ont fait ces grands voyages et dont on a retenu les noms. Marco Polo. Marco Polo, par exemple, qui est un parmi plein de gens. Vous avez retenu probablement Christophe Colomb, quand même. Oui.
Alors Christophe Colomb, il a été envoyé par l'Espagne chercher des épices comme ça, et il voulait se rendre en Inde, et ils se sont dit que la bonne idée, ce serait de pas faire comme les Portugais qui ont essayé de passer par le Cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, et qui ont finalement réussi. Ils se sont dit, eux, ils vont faire le tour par l'autre côté. Comme ça, il n'y a pas d'obstacle. Et donc très tôt, ils se sont dit, on est arrivé en Inde par l'autre côté du globe. On savait déjà que la Terre était ronde, tout ça. Sauf qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y avait tout un continent au milieu, et ils sont tombés sur l'Amérique. Ils n'ont pas trouvé les épices qu'ils cherchaient. La seule qu'ils aient trouvée d'intéressante, c'est le piment. Voilà. Quand même. Mais ils n'ont pas trouvé la muscade, la girofle et tout ça, et tout ce pourquoi ils étaient partis à l'origine. Il n'y avait pas de piment parce que maintenant, il y a les endroits où tu manges quasiment les plus épicés au monde, c'est genre Asie du Sud-Est, tout ça. Et donc, en fait, c'est récent, en fait. Ouais, la famille du piment, donc la famille des solanacées, c'est vraiment une plante qui vient d'Amérique, quoi. Et du coup, elle est arrivée en Europe plutôt à partir du XVIe siècle, surtout, au début, en Italie d'ailleurs, et en Espagne, et puis ensuite, c'est remonté en Europe plus tard. La tomate et la pomme de terre font partie de la même famille botanique, donc du coup, c'est que très récent qu'on cultive des tomates et des pommes de terre en Europe. Et pareil pour l'Inde, du coup, en fait, leur nourriture épicée, en fait, c'est un truc qui est relativement récent, quoi. Ça a quelques centaines d'années. Ouais, Enfin, alors pardon, je veux dire par épicé, je veux dire spécifiquement pimenté. Pardon. Voilà, alors c'est pas le piment. Alors après, il y a d'autres épices que parfois on appelle piments, mais qui ne sont pas des piments. Mais ça, Ok. on y reviendra peut-être. Voilà, donc tout ça pour dire que les grandes aventures botaniques et les grandes expéditions, à la base, elles n'étaient pas motivées par que la curiosité scientifique, mais, mais plutôt par le besoin de trouver des routes commerciales et de se faire de l'argent dans l'histoire. Et ça a un peu contribué à remodeler complètement la géographie. Ça a eu des conséquences énormes sur les colonies qu'on a fait en tant qu'Européens un peu partout pour essayer de coloniser des pays où il y avait des ressources en épices. Je vous la fais en bref parce que c'est pas le but de ce dossier de refaire l'histoire, mais en tout cas, ça a eu une grande influence dans la façon dont on a vu le monde. Quoi qu'il en soit, en Europe, les épices, pendant très longtemps, ça a été très mystérieux et ça a été très très cher. D'ailleurs, il y a une petite anecdote qui est rigolote dans notre sémantique française, c'est que à l'époque, les épices étaient des produits rares, donc qui étaient vendus par des épiciers, des droguistes. Alors les épiciers, ils vendaient des épices pour aromatiser les plats, assez chers. Ils vendaient des drogues, donc des substances plus ou moins médicinales, et ils faisaient la guerre avec les apothicaires et les pharmaciens. Ils vendaient des potions, et ils vendaient ce qu'on appelle des quiproquos, donc c'est l'équivalent du médicament générique à l'époque. Les quid pro quo, c'est ce qu'on peut utiliser comme substance et qui remplace une substance médicale qu'on n'a pas le droit de vendre. Et donc, quand on allait chez l'épicier, on achetait aussi à cette époque des bonbons, des dragées, et il paraît, l'anecdote dit que pour amadouer le juge lors d'un procès par exemple, on achetait des bonbons, et donc on le payait en épices, et ça a donné le fait de payer en espèces. Oh. Voilà, petite anecdote étymologique. Donc pendant tout le Moyen-Âge, les épices, c'était vraiment un truc qu'on achetait à tout va. On les achetait pour aromatiser les plats, on les achetait pour se soigner, on les achetait juste parce que c'était folklorique ou exotique et qu'on avait envie de montrer qu'on avait de l'argent. Et puis le désintérêt a gagné un peu la France plus tard dans l'histoire, parce qu'il y a des grands cuisiniers français qui se sont dit qu'il fallait donner aux aliments leur vraie saveur, et donc on a perdu l'usage des épices plutôt sur la deuxième moitié du 18e, etc., pour revenir à l'origine des saveurs. Et puis on a eu des trucs vachement plus intéressants pour compenser, genre le café, le chocolat, la vanille, et donc c'est plus les épices qui étaient fancy en Europe, mais pendant longtemps ça l'a été. Alors, petit disclaimer avant d'aller plus loin, je sais pas si vous avez des questions un peu sur la partie histoire. Alors moi non, mais j'ai vu une question de Yves qui était intéressante, c'était comme quoi il y a que les hommes qui mangent des épices, genre les piments par exemple. Alors, il n'y a pas que les hommes qui mangent des épices, tout simplement puisque les épices, c'est des parties de plantes, et que comme c'est des parties de plantes, elles se font aussi manger par tout un tas d'animaux et d'espèces dans la nature. Et je vais y revenir en fait. Ok, c'est une partie que tu voulais en parler aussi. Ouais, c'est une partie de plantes. Il y a pas que nous qui mangeons des épices. Après, on est, à ma connaissance, la seule espèce qui
qui ayons une pratique de la cuisine et de la gustation aussi élaborée. Donc on associe des épices très précises pour faire des goûts très précis, et puis on a développé une culture assez incroyable autour de ça par rapport à d'autres espèces animales. Mais voilà, on n'est pas les seuls à manger du piment dans le monde. Parce que c'est vachement fort quand même, des fois il y a des piments vachement forts. C'est quand même C'est presque une défense pour la plante, non? Que ça soit si fort, non? Pas du tout. Exactement, je vais y revenir plus tard dans le dossier, mais c'est tout à fait ça, les molécules piquantes, c'est des molécules souvent de défense. Alors avant d'aller plus loin, je vais juste vous faire un petit disclaimer, je vais citer pas mal de noms d'espèces, de plantes, donc je vais citer leurs noms communs, que vous connaissez, et puis des fois je vais dire des noms barbares qui ressemblent à du latin, mais qui sont pas forcément du latin, c'est le nom scientifique, donc le nom en 2 parties, qu'on entend quand on entend des scientifiques parler d'espèces vivantes. Je vous donne un exemple, si je dis le basilic, c'est bien, tout le monde connaît en français, mais il pourrait y avoir un nom pour le basilic dans toutes les langues du monde différents. Et donc pour ne pas se tromper, les botanistes, les biologistes utilisent un nom en 2 parties. La première partie, c'est le nom du genre, donc une boîte dans laquelle on met les espèces qui se ressemblent. Et la deuxième partie, c'est le nom de l'espèce, donc une sous-boîte dans le genre, où on met les plantes qui se ressemblent encore plus. Et du coup, quand on a ce couple de noms, on sait exactement à quelle plante on fait référence, peu importe l'endroit dans le monde dans lequel on est. Donc c'est pas pour vous embêter, c'est juste pour savoir de quelle espèce on parle, parce que vous verrez qu'il peut y avoir des confusions. Et des fois, je vais aussi vous donner des noms de familles botaniques. Donc les familles, c'est encore une plus grosse boîte dans laquelle on range les plantes similaires. Et les noms de famille, vous les entendrez parce qu'ils finissent par AC. Je vous donne un exemple, si je vous parle de la famille du chou. Le chou, son nom scientifique, c'est Brassica oleracea, en 2 parties. Et donc, la famille, c'est Brassicacées. Et donc, pour l'instant, ça marche comme ça, les noms de famille. On prend le nom du genre type et on rajoute l'extension pour dire que c'est une famille. Ok, donc maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon, je vais revenir un peu à ma classification de la FAO là, parce que la FAO c'est un truc américain, et puis en Europe, on est européen et on n'aime pas trop les classifications américaines, donc il y a quelque chose qu'on a inventé qui s'appelle le Codex Alimentarius, qui est censé harmoniser les substances et les espèces de plantes qu'on utilise entre les États-Unis et l'Europe. Alors chez la FAO, à la base, on classe les épices en 9 catégories précises. La première catégorie, c'est celle du poivre. Et dans le poivre, il y a 2 espèces qui sont acceptées dans cette classification, le poivre noir, qui s'appelle Piper nigrum, et le poivre long, qui s'appelle Piper longum. Ils n'ont pas du tout la même tête, mais c'est du même genre botanique. Donc c'est des plantes de la même famille, c'est juste des espèces différentes. Ensuite, dans la deuxième catégorie, vous avez les piments. Et là-dedans, vous avez plusieurs types de piments. Vous avez le piment de Cayenne, qui s'appelle Capsicum frutescence, en scientifique, et vous avez les paprikas, et les piments normaux, on va dire, Capsicum annuum. Ça, c'est 2 espèces différentes. Des paprikas au piment, c'est des piments qui sont de pas fort du tout à un peu fort, et quand vous passez à l'autre espèce, Capsicum frutescence, là, vous avez tout de suite des piments qui sont beaucoup plus forts. Pour information, je sais pas si vous le savez, mais pour classer la force des piments, il y a une échelle qui s'appelle l'échelle de Scoville. Et plus vous montez dans les chiffres, dans l'échelle de Scoville, et plus c'est piquant. Je vous dirai plus tard pourquoi est-ce que c'est si piquant. Cette classification est rigolote. D'ailleurs, il y a des émissions de télé qui sont basées sur le fait de manger des piments de plus en plus forts sur l'échelle de Scoville pendant une interview, et le but c'est de pas pleurer ou mourir à la fin. Dans la catégorie des piments, selon la FAO, il y a encore une autre espèce qui s'appelle bizarrement le poivre de Jamaïque, mais son nom scientifique c'est Pimenta officinalis. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des faux amis dans les classifications, et que des fois une substance peut avoir pour origine plusieurs plantes différentes. C'est le cas aussi pour la 3e catégorie d'espèces, chez la vanille. Donc la vanille, il y a 2 vanilles qui sont autorisées, c'est Vanilla planifolia et Vanilla pompona. Planifolia, c'est celle qui a le plus bon goût de vanille, et puis l'autre, c'est une très bonne aussi, mais qui sent moins fort la vanille, mais qu'on commercialise aussi comme épice. Petit point info, la vanille, c'est une liane tropicale qui fait partie de la famille des orchidées.
Et ce qu'on consomme dans la vanille, c'est la gousse. Du coup, c'est le fruit qu'on va gratter pour sortir les différents produits. Ensuite, vous avez la catégorie de la cannelle. Et là aussi, vous avez 2 espèces. Vous avez le cannelier de Ceylan, qui s'appelle Cinnamomum verum, qui est celui qui sent le plus fort la cannelle. Et ensuite, vous avez le cannelier de Chine, Cinnamomum cassia, qui lui sent un tout petit peu moins la cannelle, mais qui est vendu aussi un peu moins cher et qui se retrouve souvent en fait dans vos boîtes de cannelle quand vous achetez de la cannelle. Le seul moyen de savoir laquelle c'est, ce serait de lire le nom d'espèce sur l'étiquette. Sinon, ça s'appelle cannelle, ou cannelle de Ceylan, ou cannelle de Chine, mais si vous connaissez pas le nom d'espèce, vous pouvez pas faire la différence sans le savoir. Ensuite, il y a une catégorie d'épices qui est le clou de girofle. Ça, vous voyez à peu près ce que c'est et à quoi ça ressemble. Et ensuite, vous avez une nouvelle catégorie où là, vous avez plusieurs trucs. Vous avez la muscade, la cardamome noire, verte, etc., parce qu'il y en a plusieurs. Ensuite, vous avez la catégorie des anis et des baies de genièvre. Et dans cette catégorie, ils rajoutent en plus le fenouil, le carvi, la coriandre, le cumin, donc on voit qu'ils avaient plus assez de place dans leur catégorie et qu'ils ont tout mis dedans en vrac. Catégorie fourre-tout, ok. Voilà, non mais ça continue. Vous avez ensuite le gingembre, dans lequel, pour le coup, il n'y a qu'une espèce, c'est Zingiber officinale, le gingembre. Et ensuite, dans la dernière catégorie, ils mettent le laurier, l'aneth, le safran et la poudre de curry. Oui. Alors ça veut tout dire et rien dire, parce que le curry, en fait, c'est un mélange de plein d'épices, souvent, et ça, on y reviendra peut-être à la fin de l'épisode, si on a le temps. Le laurier dans les épices. Le laurier est dans les épices, tout à fait. C'est pas un condiment. C'est pas un condiment, Mais ça pourrait être un aromate. Un aromate, pardon, je voulais dire aromate. Oui. Ça pourrait être un aromate, mais là, dans cette classification, il y a. En réalité, si on combine un peu les normes de la FAO, et le Codex Alimentarius, etc., je suis allée voir, ça fait une liste de 242 espèces, quand même, dans lesquelles il y a aussi des plantes qu'on utiliserait comme aromates, et donc, en réalité, ils utilisent toutes les plantes qui ont des arômes et dont on sent des arômes. Hein, si je schématise un peu, c'est un peu ça. Alors, j'ai fait un grand tableau avec toute cette liste d'épices et je suis allée compter. Dans cette liste de 242 espèces, vous avez des plantes de 83 familles botaniques différentes. Et dans cette liste, il y en a 152 qui désignent spécifiquement comme des épices, donc selon la définition de substance qui peut être en poudre, en machin, voilà. Et 88 qui classent comme des herbes condimentaires. Ok. Et non pas comme des aromates, donc c'est vraiment compliqué comme classification. Mais voilà, en tout cas, c'est hyper intéressant à voir, parce que quand on fait la liste et qu'on les classe par famille botanique, par exemple, les 2 familles qui sortent en premier, c'est les Lamiacées. Donc les Lamiacées, c'est la famille de tout ce qui est les menthes, la sauge, le thym, le romarin. C'est des plantes qui sont toutes de la même famille. Et je reviendrai après sur pourquoi, du coup, on les utilise comme aromates. Et vous avez aussi la famille des Apiacées. Donc l'Apiacée, c'est la famille du fenouil, de l'aneth, toutes ces plantes-là aussi. Et ensuite, la famille du gingembre, etc. C'est assez rigolo à visualiser. On parle du bâton de réglisse dans la chatroom. Alors, le bâton de réglisse, ça c'est vraiment une... Il y a une plante qui s'appelle la réglisse, et qu'on utilise pour ce goût-là particulier de réglisse. Et après, le produit, c'est-à-dire le bâton gélatineux noir que je mange jamais parce que j'aime pas ça du tout. Moi non plus. Ouais. Eh ben, ça c'est vraiment une préparation à base de sucre et de trucs, mais je sais pas trop comment c'est fait. Ouais. Moi, quand on parle de bâton de réglisse, je pense à la branche que je mangeais quand j'étais gamin. Ouais, à la base, c'est une partie souterraine de plantes, donc c'est une racine qu'on peut mâcher et qui a ce goût de glycine. Et dans la racine, il y a un composé qui s'appelle la glycyrrhizine, du coup, qui donne ce goût. D'accord. Mais bizarrement, je crois que c'est pas dans la liste des épices. Voilà. Ça a juste le goût de réglisse et c'est pas utilisé comme une épice spécialement dans les plats. Ça se mange tout seul, quoi. Alors, est-ce que vous avez besoin que je vous fasse un peu un rappel sur les familles de plantes et pourquoi on parle de familles de plantes, ou ça va, globalement? Comment ça, pourquoi on parle de familles de plantes? Pour les rassembler ensemble, là? Ouais. Pourquoi ça existe? C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. En gros,
si je vous la fais courte, on va se dire que on parle de plantes pour un organisme à partir du moment où il est capable de faire de la photosynthèse lui-même. Hein. Donc il y a des grands groupes d'organismes, il y en a qui savent pas faire de la photosynthèse, comme les animaux par exemple, voilà. Et il y en a qui savent faire de la photosynthèse, et là on parle de la branche de l'évolution qui s'appelle la lignée verte, et dans lesquelles on va retrouver successivement les algues, les mousses, les fougères, ce qu'on appelle les gymnospermes, donc c'est toute la famille des sapins, les conifères, etc. Et puis les plantes à fleurs. Et au sein de ces grands groupes, en fait, selon d'abord des caractéristiques morphologiques, mais ensuite la façon dont les plantes ont évolué et ce qu'on a compris de leur histoire évolutive, on les a rangées dans des boîtes qu'on appelle les familles. Et du coup, dans chaque famille, il y a des caractéristiques qui sont un peu similaires dans les groupes de plantes. Donc, par exemple, dans les Lamiacées, dont je vous parlais avant, la famille de la sauge, etc., il y a des glandes à huile, et donc c'est des plantes dont on va souvent extraire des huiles essentielles qui ont une certaine composition, etc. Donc quand on connaît une famille botanique, on peut extrapoler des fois des caractéristiques chimiques ou biologiques ou morphologiques. Et donc c'est intéressant de raisonner comme ça quand on fait de la botanique. Voilà, petite parenthèse. Donc si je reviens à ma liste, c'est intéressant aussi parce qu'on se rend compte que des épices, il en vient de vraiment toutes les parties de la plante. Alors, la partie la plus commune à laquelle vous penseriez pour une épice, ce serait laquelle ? La graine. La graine. Ouais. Alors, la graine ou le fruit ? Alors, ça, c'est piégeux comme question. Ah, c'est piégeux comme question. Hein. Alors, petit rappel de biologie végétale, du coup. Hein. Une plante, c'est constitué d'une racine souterraine qui, en général, est chargée d'absorber de l'eau et des minéraux. Hein, si je schématise, et puis une partie aérienne avec une tige, des feuilles qui font la photosynthèse, et la partie reproductrice de la plante, c'est la fleur. Donc dans la fleur, il y a plusieurs parties, il y a les pétales, hein, qui, si je schématise, servent à attirer les pollinisateurs, etc. Enfin bref, ont plein de fonctions bizarres et variées. À l'intérieur, vous avez les parties mâles et les parties femelles de la plante. Et donc les parties mâles produisent du pollen, la partie femelle, c'est l'ovaire, et quand il est fécondé par un grain de pollen, ça va devenir le fruit. Des fois, la graine, elle est toute seule, donc elle est nue, c'est une graine sèche, et des fois, il va y avoir un fruit autour. Par exemple, si vous avez une pomme, vous avez des pépins de pomme qui sont les graines, et à l'extérieur, vous avez le fruit, la pomme. Alors, c'est encore un cas particulier, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Donc si on parle de graines, tu penses à quoi, Pascal ? Alors, là, tout de suite, je pensais à la coriandre, par exemple. Au poivre. Au poivre. Après, cumin, carvi. Ok. Alors, le poivre, du coup, c'est le premier piège, c'est pas une graine seule, en fait, c'est le fruit en entier, puisque c'est une baie. Donc, dans cette baie, il va y avoir une graine. Donc là, le poivre, on peut le classer dans la partie fruit, ou la partie baie, une baie, comme la myrtille, par exemple. Si vous prenez juste la graine, vous avez un exemple de quelque chose qui est classé comme une épice et qui est assez rigolo, c'est la graine de roucou. Ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. C'est une plante tropicale qui s'appelle Bixa orellana, et donc c'est un fruit piquant rouge comme ça qui a une tête improbable, et à l'intérieur vous avez des petits grains rouges que vous pouvez écraser, et ça fait un colorant rouge vif qu'on utilise absolument partout dans l'industrie agroalimentaire et qu'on connaît sur les étiquettes comme E60B. C'est ça qui colore le cheddar, c'est ça qui donne... Voilà, c'est ça qui donne du rouge à vos viandes et vos poissons, des fois, sur vos étiquettes. Et ça vient d'une plante, et à ma connaissance, il n'y a pas encore d'alternative de synthèse, ça vient vraiment d'une plante, et de cette plante-là, qui est classée comme une épice. Alors qui, du coup, est utilisée plus comme un colorant que comme un aromate, parce que ça n'a pas un goût très spécial. Donc vous pouvez retrouver effectivement des fruits ou des baies, et là en exemple vous pouvez avoir le poivre par exemple, la coriandre. Est-ce que vous pensez à d'autres parties de plantes ? La racine ? La racine, alors un exemple de racine. Moi j'ai juste gingembre en tête, mais après... Voilà, par exemple, le rhizome, donc la partie souterraine du gingembre, c'est effectivement une racine, une partie souterraine, gingembre. Autre partie ? La feuille ?
La feuille, tout à fait. Alors la feuille, là, vous pouvez penser à toutes les herbes aromatiques de la planète, je pense. Dont le fameux laurier de tout à l'heure. Dont le fameux laurier, effectivement. D'autres parties, peut-être. Alors sur la feuille, il y a des exemples aussi qui sont rigolos. Je sais pas si vous connaissez la feuille de kaffir, qu'on appelle aussi le citron kombava. Oula, ça me dit rien non plus. C'est vraiment le goût des spécialités thaïlandaises. C'est un citron, en fait, dont on peut utiliser la feuille et qui donne vraiment un goût Ah oui. Oui. caractéristique. On peut aussi utiliser la pelure du fruit pour donner un goût. Et d'ailleurs, il y a des épices qui sont... Les zestes ou des trucs comme ça. Ouais. Voilà, les Ah ouais. zestes. Mhm. Euh, Dans la chatroom, il y a Blue Phoenix qui annonce les étamines avec le safran. Les étamines Ah oui. avec le safran, très bien. C'est une partie à laquelle on pense pas souvent et il n'y a pas beaucoup de plantes comme exemple. Mais effectivement, le safran, qui s'appelle Crocus sativus, c'est la partie femelle de la plante qu'on va récolter. Et du coup, c'est un stigmate, on appelle ça le stigmate, cette partie-là, qu'on va récolter vraiment un par un sur chaque fleur de safran. Et c'est pour ça que le safran, c'est aussi cher. C'est parce que c'est une opération qui ne peut pas être faite mécaniquement, et donc c'est laborieux de cultiver le safran. Et ça a un pouvoir écolorant et aromatique qui est assez puissant, et le safran c'est très très cher. Autre exemple, on n'a pas fait toutes les parties de plantes. Le bois, Le bois, oui, l'écorce exactement. Et là, Ah ouais. vous pensez à un exemple tout de suite. la cannelle. Ah La oui, cannelle, oui. c'est de l'écorce de plante. Sur certains canneliers, on peut aussi utiliser la feuille, etc. Donc, il y a plein de plantes dont on peut utiliser plusieurs parties qui sont aromatiques différemment, et on utilise toutes ces parties indifféremment. Il vous en manque 2 dans la classification, du coup. Le fruit en lui-même, on l'a dit. Le fruit en lui-même, on l'a dit, c'est Ah ouais. l'équivalent de la baie. Hein. La pétale. Ou le pétale d'ailleurs. Le pétale, oui, alors la Je partie sais de la pas, fleur, je on va la tente. mettre avec le safran, donc c'est la fleur, ou Hmm. voilà, la fleur ou le stigmate. Et oui, il y a une partie qu'on n'a pas dit, c'est le bouton de fleur en entier. Oh. Parce qu'il y a des épices qui sont spécifiquement des boutons de fleurs, donc c'est la fleur pas épanouie qu'on va cueillir et qu'on va conditionner pour en faire une épice. Et là, il y a 2 exemples que vous connaissez probablement bien et que vous ne saviez pas qu'il s'agissait d'un bouton de fleur. Il y a la capre, donc les capres que vous mangez en condiment comme ça dans des bocaux. Capari spinosa, ça c'est des boutons de fleurs qu'on a fait revenir dans le vinaigre, macérer dans le vinaigre. Et vous avez un autre truc incroyable que vous saviez pas que c'était un bouton de fleurs, c'est le clou de girofle. Il faut le savoir. Ah ouais, faut le savoir. Et il y a une dernière partie qu'on utilise dans cette classification des épices, c'est ce qu'on appelle l'ari. Alors c'est une partie qui des fois entoure la graine. Et vous avez un exemple d'ari que vous connaissez peut-être sur l'if. L'if, c'est une plante un peu ornementale qu'on trouve dans les cimetières, etc. Et sur les ifs, des fois, vous voyez des espèces de fruits rouges. En fait, c'est pas un fruit puisque vous avez une graine noire comme ça, et il y a une partie charnue comme ça qui est d'ailleurs comestible. La graine est toxique, mais l'ari est comestible. C'est rouge vif. C'est pour attirer les oiseaux et disperser les graines. Et cette partie de l'ari, du coup, cette partie qu'on appelle l'ari, là, on s'en sert pas dans le cas de l'if, mais pour une plante qu'on appelle Myristica fragrans, et qui est la noix de muscade, on l'utilise, et c'est l'épice qu'on appelle le massi, qui est utilisé beaucoup dans des plats africains d'ailleurs, le massi, en parallèle de la noix de muscade. Donc, on peut utiliser à peu près n'importe quelle partie d'une plante aromatique pour faire les plats, et la liste est très longue. C'était pour vous donner quelques exemples d'espèces. Ça va sur cette partie ? Ouais, donc c'est dingue, t'as vraiment toutes les parties, quoi, possible. Oui, alors toutes les plantes sont pas aromatiques pareil, Ah oui, c'est non, vraiment des familles spécifiques et des espèces spécifiques qu'on utilise pour ça. Mais c'est hyper intéressant de se dire que n'importe quelle partie d'une plante peut finalement être aromatique. Et là, on va se poser la question de pourquoi est-ce que ces parties de plantes peuvent être aromatiques ou devenir aromatiques ? Surtout l'écorce, par exemple. Surtout l'écorce. À quoi ça sert ? Alors, du coup, il va falloir qu'on passe un peu dans la chimie, s'il n'y a pas de questions jusqu'ici. Non, on peut y aller pour la chimie, ouais.
Très bien. Alors, je vais faire des rappels très, très basiques, hein, mais vous savez que quand on parle de chimie, on parle de matière. La matière, c'est quoi? C'est des molécules. Les molécules, c'est composé de quoi? C'est composé d'atomes. Ça doit vous évoquer normalement de vagues souvenirs de l'école où on vous a parlé du tableau périodique des éléments de Mendeleïev, où on vous dit il y a plein d'atomes différents qui composent la matière. Dans la matière organique, c'est-à-dire celle qui compose les êtres vivants, il y a quand même des atomes principaux qui reviennent beaucoup et qui s'organisent en grosses molécules. C'est le carbone, l'azote, l'oxygène, le phosphore, le soufre et l'hydrogène. C'est ceux qui reviennent le plus. Et à partir de ces briques élémentaires, il y a un moyen mémotechnique d'ailleurs pour les retenir, on les appelle les schnops, pour carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore, soufre. Schnops. C'est un bon moyen mémotechnique. Toute la matière organique est faite avec ces atomes-là, et donc ça compose absolument l'intégralité de la matière d'un être vivant, plantes y compris. Alors les plantes, elles ont un petit avantage supplémentaire, c'est que quand elles doivent faire de la chimie, leur matière première, c'est l'air ambiant, littéralement, puisqu'elles utilisent le dioxyde de carbone comme matériau de base pour construire toutes les molécules possibles et imaginables. Donc elles utilisent le dioxyde de carbone, l'eau, et grâce à l'énergie du soleil, elles les convertissent en sucre, et elles rejettent du dioxygène que nous, ensuite, on peut utiliser. Donc ça, c'est la différence entre les organismes qu'on appelle autotrophes, qui mangent tout seuls, autotrophes, et les organismes hétérotrophes, comme nous, qui ont besoin de manger de la matière organique déjà prête pour fonctionner. Voilà. Donc la photosynthèse est le mécanisme qui permet de faire ça, et c'est vraiment le super pouvoir des plantes. Donc les plantes, quand on parle de comment elles fonctionnent, il y a un mot qui est un peu barbare, mais qui dit quand même ce qu'il dit. Quand un organisme vivant utilise des réactions chimiques pour fabriquer sa matière, la matière dont il a besoin pour fonctionner, on parle de métabolisme. Donc c'est l'ensemble de toutes les réactions chimiques qui ont lieu dans un organisme. Et chez les plantes, on dit souvent qu'il y a deux types de métabolisme. Il y a un métabolisme primaire, c'est celui qui leur sert à vivre et à se construire vraiment de base. Et dans ce métabolisme primaire, vous trouvez des sucres, des glucides, des protéines et des lipides, le gras, qui servent respectivement de source d'énergie pour les sucres, de matériel de construction par exemple pour les protéines, ou de réserve pour les lipides. Je schématise un peu, parce que ces classes-là sont pas complètement imperméables et c'est pas une fonction pour un type de molécule, mais vous voyez un peu l'idée. Et elles ont aussi tout un autre métabolisme qu'on désigne souvent par le métabolisme secondaire, qui leur sert pas vraiment à se construire elles-mêmes, mais qui leur sert à faire tout un tas d'autres choses, c'est-à-dire survivre à l'environnement, résister à l'exposition du soleil, donc comme crème solaire si vous voulez, comme antioxydant pour attirer des pollinisateurs, pour repousser des prédateurs, etc. Et dans ce métabolisme secondaire, du coup, vous avez vraiment une myriade de composés qui ont des têtes et des formes différentes absolument hallucinantes. Vous avez une catégorie de molécules qu'on appelle les phénols, qui vont servir à la défense ou au développement de la plante. Vous avez ce qu'on appelle les terpènes. Dans les terpènes, vous allez avoir toutes les molécules aromatiques dont on va parler là quand on parle d'épices. Vous avez aussi des composés toxiques, comme les alcaloïdes, et là vous allez retrouver des produits que vous connaissez comme la nicotine par exemple, qui sert de défense à la base pour la plante. Tout ce qui est phéromones aussi, c'est là-dedans, j'imagine. Voilà, tout ce qui est phéromones. Après, les phéromones, on parle moins de phéromones quand on est chez les plantes, mais chez les animaux, les phéromones rentreraient un peu dans le métabolisme secondaire, effectivement. Les plantes ont aussi des hormones pour signaler leur mécanisme pour signaler les fonctions biologiques et adapter leur fonctionnement. Vous avez aussi toute une classe de composés soufrés, enfin bref, c'est vraiment très très varié. Et là, la catégorie qui nous intéresse particulièrement pour les plantes aromatiques, c'est surtout la catégorie des terpènes. Alors les terpènes, c'est des petites molécules, surtout les monoterpènes, parce qu'il peut y avoir des diterpènes, etc. Et les monoterpènes, c'est des petites molécules cycliques, comme ça, avec un cycle de carbone, qui sont volatiles. Donc, être une molécule volatile, ça veut dire pouvoir se disperser dans l'air, et du coup pouvoir se retrouver à un moment dans des tissus olfactifs ou gustatifs
et interagir avec des récepteurs particuliers. Du coup, presque semblable à des phéromones, finalement. Presque semblable à des phéromones, mais ça interagit pas avec forcément les mêmes récepteurs, Non, oui. etc. Voilà. Mais en tout cas, vous en avez certains que vous connaissez. Alors, je sais pas, un monoterpène connu, par exemple, dans la menthe, vous avez le menthol. Le menthol, c'est ce qui donne le goût de la menthe, hein, Ok. tout simplement. Et le menthol a une autre propriété, c'est que il active chez les gens un récepteur qu'on a à la surface de certaines cellules. Donc on a des neurones sensoriels qui nous permettent de sentir les molécules et d'y réagir. Et ça, c'est formidable, parce que c'est grâce à ça que on sent l'odeur des épices et qu'on sent le goût des épices. Certaines de ces molécules ont des effets assez particuliers, donc je vais vous épargner tous les noms, mais ces récepteurs, c'est un peu comme des serrures qui seraient plantées dans les membranes de vos cellules, et dès que vous avez une molécule qui est compatible, en forme avec cette serrure, donc une clé qui vient l'activer, vous déclenchez un signal qui va du coup être transformé jusqu'à arriver à votre cerveau, qui va vous donner une information quelconque. Et on a des récepteurs comme ça pour à peu près tout. On a des récepteurs pour le froid, on a des récepteurs pour le chaud, et on a des récepteurs pour plein de signaux chimiques, dont la menthe, par exemple. Donc le fameux menthol, il active un récepteur qui normalement signale le froid. C'est pour ça que quand vous mangez un chewing-gum à la menthe, eh ben vous avez cette sensation de froid dans la bouche. Vous n'avez pas réellement froid, mais c'est tout pareil. C'est comme si votre cerveau interprétait du froid parce que ce récepteur au froid, il est activé par une molécule. Ok. Et vous avez l'effet inverse, du Le coup. piment, du coup, c'est chaud. Non. Voilà, le piment c'est chaud, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a une molécule dedans qui s'appelle la capsaïcine, et la capsaïcine va activer un récepteur qui s'appelle TRPV1, et qui signale le chaud. Et si vous avez déjà fait l'expérience, je ne vous la recommande pas, mais moi je l'ai déjà faite, si vous coupez des piments pendant très longtemps pour faire une pâte de curry par exemple, et que vous ne mettez pas de gants, eh ben vous allez avoir la peau recouverte de capsaïcine, et si elle pénètre sur vos récepteurs, vous avez vraiment la sensation d'avoir vos deux mains sur une plaque de cuisson pendant plusieurs heures, et c'est assez atroce, parce que vous pouvez pas y faire grand chose, à part tremper vos mains dans un bac de glaçons à la rigueur, mais ça ne part pas, donc c'est vraiment une sensation de chaud, mais sans être brûlé. Et Et au passage, ne mettez pas de trucs du style de la biafine ou je ne sais pas ce que vous metteriez sur une brûlure, parce que la capsaïcine, c'est une molécule qui adore le gras, et du coup ça va pénétrer encore plus profondément dans votre peau, et vous allez avoir encore plus mal. Donc utilisez des glaçons, c'est bien. Ou alors utilisez des gants quand vous coupez du piment. C'est un conseil d'amis, c'est testé et approuvé par la rédaction. Ne refaites pas la même erreur que moi. Voilà, donc toutes ces molécules du coup vont nous permettre de sentir le goût. Et alors là je vous ai donné 2 exemples assez simples, mais dans toutes les espèces végétales vous allez avoir des composés, des terpènes majoritaires et minoritaires, et finalement toutes ces plantes vont produire un cocktail de molécules et pas juste une molécule, qui souvent est très complexe à analyser et qui va faire le bouquet aromatique de chacune de votre plante. Et ça c'est hyper intéressant parce que tous les goûts que vous sentez, toutes les plantes que vous utilisez en épices, c'est vraiment une combinaison de molécules dont va résulter le goût que vous sentez. Certaines vont activer des récepteurs au chaud, au froid, à autre chose, et puis la combinaison de tout ça va vous donner une sensation dans la bouche incroyable. Oh, mais du coup, si on combine de la menthe et du piment, ça fait du chaud-froid, ça devient tempéré, quoi, non? Eh ben, ça va donner une sensation de chaud en même temps qu'une sensation de froid, et ça va être très bizarre. Il y a peut-être d'autres exemples qu'on peut reprendre sur des choses qui ont cet effet. Alors, là je peux vous parler un peu de peut-être quelques épices qu'on utilise couramment et des molécules qui font qu'elles sentent ce qu'elles sentent. Ok. Je peux vous proposer de commencer par alors la menthe, on l'a déjà dit, la menthe on en a parlé, c'est donc un groupe d'espèces de la famille des Lamiacées, et le menthol, il active ce récepteur TRPM8, il s'appelle, pour donner la sensation de froid. Alors il y a 3 espèces qu'on connaît beaucoup en France. Il y a la menthe aquatique, c'est une menthe sauvage que des fois vous pouvez trouver dans la forêt, en bordure de ruisseaux, etc., et qui a vraiment un très fort goût de menthe, un peu particulier. Vous avez la menthe verte, menthe aspicata, et vous avez la menthe poivrée, qui est un hybride des 2 précédentes.
Donc c'est vraiment un croisement qu'on a fait pour faire cette variété-là de menthe poivrée, et elles ont pas tout à fait le même goût parce qu'elles ont pas le même cocktail du coup de monoterpènes. Donc ça c'est juste un exemple. Ensuite, on pourrait parler par exemple de la cardamome si vous voulez. Est-ce que vous avez déjà goûté la cardamome? Oui. Alors la cardamome, il y a deux espèces de cardamome. La vraie, elle s'appelle Elateria cardamomum. Et il y a une cardamome qui est une fausse cardamome qu'on appelle la cardamome noire, qui s'appelle Amomum subulatum. Et ça, cette plante, je sais pas si vous arrivez à deviner la famille dans laquelle elle est. Si vous voyez juste la graine, c'est un peu difficile parce qu'on utilise finalement le fruit et la graine. Hein. Mais si vous voyez la plante en entier et que vous regardez une fleur, eh ben ça vous étonne pas, elle est dans la famille du gingembre. Et donc, pour le savoir, il faut vraiment là regarder la partie aérienne de la plante. Si vous regardez un plant de gingembre et que vous regardez un plant de cardamome, là vous vous dites ah oui effectivement, ça a un peu la même tête. Mais j'ai un doute parce que t'arrêtes pas de dire cardamome depuis le début. Moi, je pensais qu'on disait cardamone. C'est autre chose ou je rêve totalement? Je sais pas si on dit cardamone, mais en tout cas la plante s'appelle la cardamome. Alors, j'ai vérifié, effectivement. Enfin, j'ai vérifié, je me suis posé la T'avais un question doute aussi. aussi, Ouais, j'ai cherché. Et a priori, c'est bien cardamome. Ah d'accord, bah tu vois, j'avais un Et- doute. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Toi aussi, t'as dit cardamone toute ta vie? Ouais. Avec les gens qui rigolaient derrière toi sans te le dire? Eh ben c'est parfait. Vous aurez au moins appris un truc ce soir, c'est qu'on dit cardamome et pas cardamone. Mais du moment que vous savez de quelle espèce vous parlez, finalement, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Oui, c'est juste une zingibéracée au final. Donc, Exactement. Donc dans ces plantes, il y a vraiment un mélange aromatique assez complexe, et puis il y a une dizaine de monoterpènes majoritaires, et il y a encore plusieurs dizaines d'autres qui contribuent au goût. Donc c'est un mélange aromatique qui est assez complexe. C'est aussi quelque chose qu'on utilise comme ça, une réaction sur nos neurones sensoriels. C'est aussi quelque chose qu'on a utilisé pour des infections des dents, des gencives, pour les congestions des poumons, les douleurs d'estomac. Enfin, ça a été recommandé pour ça dans les médecines traditionnelles. Et du coup, il y a beaucoup de médecines asiatiques, vous me voyez venir, hein, où il y a beaucoup de plantes qui ont été utilisées aussi pour des affections du quotidien. Alors, j'ai trouvé une anecdote qui était assez rigolote. Souvent, les épices, on leur associe également un effet aphrodisiaque. Voilà, manger des épices, ça donnerait du peps, etc. Ça ferait bander, c'est génial. Et là, pour cette espèce-là, apparemment, son usage le plus répandu, c'est que ça neutralise l'odeur de l'ail en fin de repas. Du coup, je me demandais si c'était pas corrélé et si finalement son côté aphrodisiaque lui viendrait pas du fait de masquer des odeurs désagréables du reste du repas. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Alors, il y a une épice dont on parle pas très souvent, et peut-être que vous la connaissez ou pas. C'est le caloupilé. Oula. Ça vous dit quelque chose? Oulala. J'ai jamais entendu parler. Caloupilé. Alors, son nom scientifique, c'est Murraya koenigi. Et en anglais, ça se dit le curry leaf, la feuille curry. À l'île Maurice, ça s'appelle le caripoulet. Et du coup, c'est une feuille qui ressemble un peu à la feuille de laurier, mais rien à voir parce qu'elle est dans la famille des oranges, les rutacées. Et du coup, dans les pays qui en cultivent, ça a aussi un usage médicinal, ça s'utilise en poudre pour empêcher les viandes de se dégrader, par exemple, parce que ça a un effet antibiotique un peu, ça empêche la progression des pathogènes. On peut faire de l'huile avec les feuilles, et ça sert aussi à faire des parfums, des savons. Et c'est une plante qui donne beaucoup de goût à certains plats. Et récemment, un truc intéressant, c'est que en se repenchant sur cette plante-là, au-delà de ses mentions d'usage traditionnelles, on a découvert que certaines molécules, comme la grinimibrine, elles pouvaient potentiellement inhiber la croissance de cellules cancéreuses, et que peut-être dans le futur, on pourrait l'utiliser comme anti-cancéreux. Donc ça, c'est juste un... Mais Pardon, j'ai cru que t'allais finir. Vas-y. T'as dit que ça s'appelle caripoulet, mais le caripoulet, c'est le plat où il y a du poulet et avec du curry. En fait, la feuille s'appelle le caloupilé, et à l'île Maurice, ils l'appellent le caripoulet, l'épice. Et du coup, ça a probablement donné le nom du plat aussi, j'en sais rien. Je suis jamais allée à Il y l'île a un Maurice. plat qui s'appelle... alors, je sais pas être à l'île Maurice, mais j'ai été à La Réunion, et à La Réunion, tu manges soit du rougail saucisse avec du curcuma, soit du curry poulet. Enfin, c'est deux plats que tu manges très souvent.
Mais donc c'est un curry de poulet. Et du coup, pour moi, je pensais que la plante s'appelait le curry et le poulet, c'est parce qu'il y avait du poulet, quoi. Et du coup, ça m'intrigue. Bah là, c'est une feuille du coup qui donne le Ok. goût au curry de ces plats traditionnels et voilà, c'est D'accord. vraiment un goût caractéristique qui est utilisé dans ces plats pour faire ces plats-là. Ah, attends, je vais chercher parce que ça m'intrigue ce curry. Est-ce que c'est curry poulet ou curry? Bref. Si tu cherches avec le nom scientifique, Muraya Koenigi, peut-être que tu trouves plus facilement. Muraya C'est Koenigi. MU2RAYA. Oui, je suis trouvé. Hop. Oula. Enfin bref, je continue, mais vous avez dans la cannelle par exemple, vous avez l'acide cinnamique qui donne ce goût caractéristique de cannelle. Dans le clou de girofle, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une autre molécule qu'on appelle l'eugénol, qui est présente dans le clou de girofle et qui donne ce goût-là. Alors c'est rigolo parce que chez nous, dans notre flore locale, et ça j'aime bien faire le parallèle des fois, mais dans la racine d'une plante très commune qui s'appelle la benoîte urbaine, eh ben il y a aussi de l'eugénol. Et c'est intéressant parce que dans les pharmacopées traditionnelles, donc quand on étudie les usages traditionnels des plantes, le clou de girofle c'est préconisé contre le mal de dents, parce que l'eugénol, ça atténue le mal de dents. Et pour la benoîte urbaine, mâcher de la racine de benoîte urbaine qui contient de l'eugénol, on retrouve le même usage et la même propriété. Donc c'est un peu comme une convergence d'usage, et finalement on retrouve la même molécule dedans, donc c'est hyper intéressant de faire ce genre de croisement d'informations. Et d'ailleurs, la racine de benoîte urbaine, vous pouvez l'utiliser exactement pareil que le clou de girofle si vous voulez aromatiser des trucs. Parce Voilà. on en trouve vraiment partout, la benoîte. Tout à fait, ouais. Ok. Alors faut l'accueillir à la bonne saison pour qu'elle sente vraiment le génol, mais du coup vous pouvez l'utiliser pareil. Et donc ça aussi c'est un truc rigolo, c'est quand on s'interroge aux épices, finalement on les achète plus parce qu'elles viennent de loin que ça. pour ce qu'elles peuvent nous apporter, alors qu'on a des équivalents qui sont assez intéressants et qu'on pourrait réutiliser. Voilà, mais je continue mon inventaire. Dans la muscade, c'est assez rigolo parce que vous avez deux parties qu'on utilise. Vous avez la noix de muscade au milieu, que vous râpez en poudre, etc., pour faire des spätzle, les Alsaciens connaissent. Et vous avez aussi la riz, donc la partie qui l'entoure. Et là, la riz, nous, on l'utilise jamais en France. C'est que dans des pays plutôt tropicaux où on utilise cette partie-là pour la cuisine, mais ça a aussi un goût hyper particulier et hyper intéressant. Et juste une parenthèse pour la muscade, donc il y a tous les composés aromatiques qui lui donnent son goût, etc. Mais par contre, il y a aussi deux composés qui rendent la noix de muscade toxique. Donc on vous dit souvent, il faut pas manger de noix de muscade. Ok. Trop de noix de muscade en tout cas. Alors je suis allée chercher les doses, apparemment il vous faudrait 7 grammes de noix de muscade. Pardon, il vous faudrait 10 grammes de noix de muscade pour risquer en mourir. À partir d'une noix, vous sentez des effets un peu psychotropes, puisque du coup les deux molécules dedans ont des effets psychotropes. C'est la myristicine et l'élémicine. Faut réussir à la manger quand même, parce que. Ouais. Faut réussir à la manger, ouais. Ça fait combien une noix ça, en grammes? Ça fait 7 grammes en moyenne. Donc c'est plus d'une noix pour commencer à mourir. Voilà, il faut plus d'une noix pour vous sentir mal. Et apparemment, on savait ça depuis l'Antiquité. Il y a même un proverbe latin qui dirait que une noix c'est bon, 2 noix nuisent et 3 noix tuent. Donc si vous voulez tuer votre voisin, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut râper 3 noix de muscade. Je suis en train d'imaginer le pauvre mec, c'est ça, qui s'est tué en bouffant 3 noix de muscade d'affilée. Ça prend du temps à râper en plus. Parce que c'est fort, faut y aller quand même. Ouais. Donc voilà, vous le savez maintenant, vous êtes prévenus. Si vous vous intoxiquez à la noix de muscade, c'est parce que vous n'avez pas écouté Podcast Science. Voilà, bon, le piment, on l'a rapidement dit, mais la molécule, c'est la capsaïcine qui agit. Et alors, c'est rigolo, puisque je vous disais que ça interagissait avec les récepteurs, ce qu'on appelle les nocicepteurs, les récepteurs à la douleur, qui nous font sentir le monde extérieur, quoi. Et maintenant, dans les pharmacies, vous voyez des gels à la capsaïcine pour soulager la douleur. Et en fait, ça va vous donner une sensation de chaud, comme ça, en activant vos récepteurs TRPV, et on se rend compte que
pour calmer une douleur, si vous créez une sensation de chaleur ou de froideur artificielle, ça peut simplement ça vous soulager parce que ça fait comme un espèce de court-circuit du signal de la douleur. Et donc c'est une piste thérapeutique qui est envisagée en ce moment parce que sinon les seuls trucs qu'on a c'est les dérivés des opiacés qui nous shootent un peu et qui nous empêchent de sentir la douleur, mais ça a plein d'effets secondaires et donc des gens se penchent sur des trucs un peu alternatifs et plus doux pour apaiser la douleur chronique par exemple. Voilà, donc Mais ça existe pas déjà? Parce que genre, par exemple, moi, ça m'arrive de me bloquer l'épaule et l'autre jour, j'ai acheté une crème en pharmacie et ça fait très chaud la crème. Tu le sens, ça chauffe quoi. C'était peut-être soit un gel à la capsaïcine, soit un gel à autre chose qui chauffe aussi. D'accord, ok, peut-être pas forcément ça alors. Mais Ok. qui donne cet effet de chaleur, et effectivement juste mettre une bouillotte sur le ventre quand t'as mal au ventre, ça soulage aussi, et donc c'est pas réinventer la roue, mais c'est juste qu'il y a des molécules qui sont capables de faire ça très directement et très efficacement, et que on se dit qu'il serait intéressant à réexplorer. Alors je vous fais quand même un petit passage sur le poivre, Ouais. hein, Donc, pour vous parler qui du est poivre, une baie, donc. qui est une baie. Donc vous aviez deux espèces, vous avez le poivre noir, Piper nigrum, hein, et puis L'autre, c'est le l'autre, long, c'est ça, ouais. Voilà, le long, dans la classification FDA. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi on a des poivres de couleurs différentes dans nos étagères? La maturation? Ouais. Ah ouais. Donc, le poivre vert, c'est la baie qui n'est pas mûre Ok. et que vous pouvez manger fraîche. Le poivre rouge, du coup, c'est la baie qui est mûre. Elle devient rouge comme la tomate. Et du coup, elle est séchée d'une certaine façon pour garder la couleur rouge. Ensuite, si vous la faites sécher vraiment sans ce conditionnement particulier, elle devient noire. Et si vous enlevez la petite peau autour, parce que c'est une baie, donc il y a une enveloppe autour de la graine, si vous avez bien suivi, si vous la dépossédez de son enveloppe, en dessous c'est blanc. Et du coup, quand vous mangez du poivre gris, c'est de la poudre, et c'est un mélange de l'intérieur de la baie du poivre blanche et de la coque noire qu'on n'a pas enlevée. Mais tout ça, ça vient d'une seule espèce. C'est pareil, quand on nous vend du poivre aux baies rouges, par exemple, c'est juste du poivre avec les baies rouges, du poivre devant. Et du coup, la baie rouge, c'est encore autre chose. Ah, c'est encore autre chose, ok. Ouais. Donc la baie rouge, j'ai oublié le nom botanique. Faudrait que je vous le recherche. Mais la baie rouge, c'est encore une autre plante. Et là, pour le coup, on rajoute des baies rouges dans l'assortiment de poivre parce que c'est moins cher et coûteux de mettre de la baie rouge qui reste rouge que de faire sécher le poivre pour qu'il reste rouge. Ça va, je suis claire? Ah ouais. Donc pour le poivre, c'est vraiment la star chez nous. Je pense que c'est l'épice qu'on consomme le plus, et ça depuis l'Antiquité, hein. Donc on peut retrouver, si on cherche dans des textes de Pline l'Ancien, qui racontent que les importations de poivre, ça coûtait chaque année plusieurs millions de sesterces. Et j'ai trouvé un texte où ça disait 50 millions de sesterces. Du coup, je suis allée chercher un convertisseur de sesterces en ligne. Ouais. Et alors? Et donc, d'après le convertisseur, une sesterce, c'est 0,76 €. Donc, à l'Antiquité, on dépensait 38 millions d'euros pour juste importer du poivre. Ah oui. C'est beaucoup. C'était déjà la mondialisation à l'époque. C'était déjà la mondialisation. Voilà. Et comme il faut toujours une anecdote historique, je peux vous parler de Pierre Poivre, du coup. Dont le nom n'a absolument rien à voir avec le poivre. Désolée. Donc pour le poivre, le nom ça vient du sanskrit, c'est une épice qui avait un nom en indien qui s'appelle pipali, et c'est devenu pépéri en grec, et ça a donné piper en latin, et donc c'est son nom scientifique, Piper nigrum. Et donc Pierre Poivre ne s'appelle pas du tout poivre ni en hommage ni en conséquence de quoi que ce soit en relation avec le poivre, mais par contre il a quand même une histoire avec les épices. C'est que lui, à la base, c'était un évangélisateur qu'on a envoyé en Chine, donc il a appris à parler chinois, etc. Il a essayé de convertir des gens au christianisme, ça n'a pas très bien marché. Du coup, on l'a renvoyé chez lui, et en chemin, il s'est fait couper une main, enfin bref, une histoire sordide qui fait qu'il a
Il a abandonné sa carrière de missionnaire un peu, mais par contre, il s'est lancé dans C'est un peu le dangereux. dans le commerce de muscadiers et de girofliers, et il les a introduits dans les îles Mascareignes, qui appartenaient à la France, donc l'île Maurice et la Réunion, et du coup c'est grâce à lui qu'on s'est affranchi de la production d'autres pays, et qu'on a gagné beaucoup d'argent en produisant de la muscade et des clous de girofle nous-mêmes, dans ce qui devrait devenir les futurs dom-toms après, quoi. Donc il a quand même une histoire en lien avec les épices. Dans le poivre, vous avez une autre espèce de poivre qui est très populaire en ce moment, et son histoire est un peu tragique. En ce moment, il y a une pénurie mondiale de poivre de Madagascar. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, testé, utilisé, mais c'est très à la mode dans les boutiques d'épices. Et lui, c'est Piper bourbonense. On l'appelle aussi le poivre Voa tsipériferi. Voa, ça veut dire fruit en malgache, et tsipériferi, c'est le nom du poivre sauvage chez eux. Et en fait, c'est un poivre qui est une liane, hein, comme l'autre poivre, et qui pousse à plus de 20 mètres de haut. Et du coup, comme c'est très à la mode, les gens là-bas vont le cultiver, et au lieu de monter dans les arbres, ils arrachent toute la liane, et du coup, il y a une pression un peu sur l'espèce qu'il faut mitiger, et voilà. Il y a une autre épice qui est hyper intéressante, c'est une des dernières dont je vous parlerai, c'est le poivre du Sichuan. Je sais pas si vous avez déjà croisé celui-là. Alors, Oui. pour le coup, là, c'est un faux ami aussi. On l'appelle le poivre du Sichuan, mais c'est pas du tout une plante de la famille du poivre. C'est une plante de la famille des oranges, les rutacées, donc c'est une agrume. Son nom scientifique, c'est Xanthoxylum piperitum. Et dedans, c'est très intéressant parce que vous avez une molécule qui s'appelle l'alpha-sanchol et l'alpha-hydroxysanchol. Et ça va donner une sensation de chaleur et une sensation de fraîcheur tout en même temps. Et donc, quand vous mâchez du poivre de Sichuan, c'est très particulier. Vous avez une sensation d'engourdissement de votre mâchoire qui est liée au fait que ça fait et du froid et du chaud et ça picote. C'est assez cool. et c'est l'ingrédient principal, enfin l'épice principale dans les plats traditionnels de la région du Sichuan en Chine, dont le poulet kung pao, que si vous n'avez jamais goûté, je vous recommande vivement. Voilà, et la dernière... Non, allez, avant-dernière. Je vais vous parler du safran quand même, dans le crocus. Donc je vous avais dit que c'était hyper difficile de cultiver du safran. L'espèce, c'est Crocus sativus, et du coup, pour contribuer au goût du safran, il y a plus de 150 molécules dans le cocktail aromatique, donc c'est très complexe. Et ce qui donne le goût particulier et la couleur du safran, c'est le safranal. Et le safranal, c'est une molécule qui se libère d'une autre molécule après le séchage, et donc on ne peut pas consommer du safran vraiment frais, il faut le faire sécher pour qu'il développe son arôme. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il faut que certaines épices subissent une préparation avant de sentir tout ce qu'elles sentent. Comme le vin, quoi. Comme le vin, exactement. Mais donc les arômes du vin, c'est aussi des arômes qui viennent de ces plantes qu'on utilise pour faire ça. Donc c'est en l'occurrence l'arôme du raisin qui va se développer pendant le processus de maturation du vin. Et ça, c'est une science géniale. Et la dernière plante dont je voulais vous parler, c'est pour deux raisons. C'est que d'une, on a visité un musée avec l'équipe de Podcast Science qui était dédié à cette plante-là. Et l'autre, c'est parce que j'ai passé 2 ans à faire de la recherche sur un groupe de composés qui est dans cette plante. La plante dont je vous parle, c'est la moutarde. Donc la moutarde Brassica nigra, tu te souviens, Pascal, de cette visite formidable? Tout à fait. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fabrique la moutarde? Alors, on prend les graines, on met un peu on les écrase, on met un petit peu de vinaigre, et puis voilà. Et puis voilà, donc effectivement, on part de la graine de la moutarde. Donc c'est une graine d'une plante qui s'appelle Brassica nigra et qui fait partie de la famille du chou. Ok ? Et donc, on l'écrase, et au bout d'un moment, quand on l'écrase, on a fait le test au musée, parce qu'ils nous font faire de la moutarde nous-mêmes, c'est génial, et ben ça développe cet arôme piquant et ce goût piquant. Et amer. Et amer, tout à fait. Et donc, ce goût piquant, il est lié à un groupe de molécules qu'on appelle les glucosinolates. Les glucosinolates, c'est... je vais pas vous le faire en détail, mais en gros, c'est un composé qui dérive des acides aminés. Les acides aminés, c'est les molécules qui composent les protéines. Et en fait, ces acides aminés peuvent être utilisés par la plante pour faire les glucosinolates. Et quand la plante est attaquée,
il va y avoir une libération d'une enzyme qui s'appelle la myrosinase et qui va casser ces molécules en deux. Et ça va libérer une molécule très volatile qu'on appelle un isothiocyanate. Et cette molécule volatile, elle va faire un effet bombe moutarde, c'est-à-dire qu'elle va aller exploser à la tête de l'agresseur et dissuader du coup l'herbivore de manger parce que ça va piquer, ça va être très agressif pour les récepteurs olfactifs, gustatifs, etc. Et donc nous, on utilise cette stratégie de défense de la plante à la base, on l'utilise pour donner du goût à quelque chose. On a ces mêmes molécules dans le réfort, par exemple, qu'on consomme beaucoup en Alsace, qui est un équivalent, et dans le wasabi, par exemple, japonais. Donc c'est les mêmes composés, les mêmes catégories de composés. Et donc, sur les 2 dernières années de recherche que je faisais, je cherchais des mentions d'usage de plantes de la famille du chou, pour voir si elles étaient applicables à la douleur chronique et si ce groupe de molécules, en fait, pouvait avoir un effet sur la douleur chronique, de la même façon que la capsaïcine aurait eu un effet sur la douleur chronique, voilà. Donc ça aussi, c'est un groupe de plantes qui est hyper intéressant et qu'on peut utiliser comme épice. Je termine par un petit quiz, du coup. On parlait d'épices seules, individuelles, et du coup, ce serait quoi le curry? Donc un mélanger d'épices, tu l'as dit tout à l'heure, mais du coup un mélanger de quoi, c'est ça? Bah ouais. J'ai toujours lu qu'il y avait à peu près autant de recettes que de curry. Eh ben exactement. Ah ouais. Le curry, il n'y a pas un curry en fait, il y a autant de curry que de pays dans le monde qui préparent des currys. Et le curry, c'est un assortiment d'épices qui va dépendre du coup de l'endroit où il est préparé, avec toujours des épices caractéristiques du pays en question. Donc si je vous donne l'exemple du curry de Madras, par exemple, dans la composition du curry de Madras, il y a le fameux kalupilé dont je vous parlais, qui lui donne sa texture caractéristique. Dans le curry de Bombay, vous avez une plante dont on n'a pas parlé, mais qui s'appelle le fenugrec. Et ça, c'est une plante aromatique qui est rigolote parce qu'elle est de la famille du haricot, et on n'a pas l'habitude que la famille du haricot soit représentée dans les plantes aromatiques, mais celle-ci, elle marche. Dans le curry rouge, vous avez plutôt du galanga. Donc le galanga, c'est un rhizome aussi de plantes, mais qui donne une coloration rouge-orange. Et dans le curry vert, thaï, vous avez de la citronnelle, des feuilles de kaffir, le kombava dont je vous parlais. Et c'est ça qui donne vraiment l'odeur des épices de la Thaïlande. Quand vous sentez ça, vous avez vraiment l'impression d'arriver dans la cuisine thaïlandaise, quoi. C'est assez fou. Vous avez les currys garam masala. Le garam masala, c'est... garam, ça veut dire chaud, et masala, c'est un mélange d'épices, donc un mélange d'épices chauds. Et c'est vraiment caractéristique de la cuisine indienne, de la cuisine réunionnaise, de la cuisine mauricienne. Dedans, vous avez des clous de girofle, du galanga, du fenugrec, de la noix de muscade. Vous avez de la coriandre et vous avez du kalupilé. Et donc tout ça, c'est mélangé pour faire cette pâte de curry qui a un goût si spécifique. Si le curry comme ça est présent partout, un peu sous le même nom, il y a d'autres mélanges d'épices qu'on trouve, je sais pas, je pense au ras el hanout par exemple, ou des choses comme ça. Il y a une différence fondamentale ou c'est juste l'appellation qui varie? C'est les deux en fait. Donc si on prend le ras el hanout, par exemple, alors d'ailleurs ras c'est la tête, hanout c'est l'épicerie. Du coup, quand l'épicier propose le ras el hanout, c'est le meilleur de la boutique en fait, de l'épice. Et donc il y a autant de recettes de ras el hanout que d'épiciers aussi. Certaines recettes de ras el hanout vont jusqu'à 50 ingrédients, donc c'est quand même pas rien. Et dedans, vous pouvez retrouver de la cannelle, du gingembre, de la coriandre, du cumin, de la noix de muscade, du poivre, du galanga. Enfin, c'est vraiment les composantes de base, et après, les recettes varient. Chez nous aussi, hein, on a une forme de curry peut-être, si on prend, je sais pas, les herbes de Provence ou le bouquet garni, finalement, c'est une combinaison d'aromates ou d'épices que nous, on utilise pour nos plats français. Voilà, le mélange de 5 épices, souvent, qu'on utilise dans la cuisine chinoise, pareil, c'est un mélange de 5 épices qui reviennent régulièrement. Et là, vous allez retrouver la badiane de Chine, alors qu'on appelle l'anis étoilé et qui n'a rien à voir avec l'anis vert, du coup, hein, c'est une autre plante. Il faut pas les confondre, c'est pas la même plante. Vous avez le poivre du Sichuan, la cannelle, le clou de girofle. Vous avez ce genre de plantes, et ça a vraiment le goût des plats chinois que vous pouvez retrouver quand c'est cuisiné avec ça. Vous avez le za'atar, je sais pas si vous avez goûté le za'atar.
Ça me dit rien, ça. C'est un mélange d'épices plutôt du Maghreb. Et du coup, on utilise une variété de thym particulière qu'on appelle d'ailleurs le thym za'atar. On utilise de l'origan, du calaman, qui est une plante de la famille des lamiacées, donc de la sauge et tout ça. On utilise du sésame et aussi du sumac. Et ça, c'est un mélange vert comme ça qu'on va mettre mélangé à l'huile d'olive sur des manaïches, donc du pain plat que vous pouvez retrouver un peu dans les pays du Liban, etc. Et vous cuisez ça avec les épices et c'est vraiment délicieux. Et moi, c'est un de mes trucs préférés. Ça me rappelle vraiment des souvenirs. Donc j'aime beaucoup cette épice. Vous avez aussi le mélange de curry japonais, peut-être que vous avez enfin que vous pouvez cuisiner avec des currys. Ouais, qui viennent du Japon, le shishimi, si ça vous dit quelque chose. C'est un mélange de curry japonais où vous avez du zeste de mandarine qui lui donne une couleur orange très forte. Puis vous avez aussi du sésame, du pavot, du piment. Et là, ils rajoutent aussi des algues nori. Donc, dans la cuisine japonaise, on utilise des algues comme épices ou comme condiments pour relever le goût et donner un petit côté umami. Umami, c'est le fameux 6e goût qui existe au Japon et qui est très bien décrit. Le petit goût de reviens-y supplémentaire qu'ils ont en plus de tous nos goûts à nous. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres épices auxquelles vous pensiez et sur lesquelles vous vouliez être renseigné, mais tout doucement, j'arrive à la fin de ce dossier. Je sais pas si vous avez des questions encore. Non, on avait fait le tour, mais du coup, au début, ouais, quand tu disais les index, tout ça, tu t'avais pas cité la moutarde, justement. Et j'attendais justement la fin pour savoir si t'allais parler de moutarde ou quoi que ce soit. Et du coup, tu l'intègres comme épice également. Ouais, alors la moutarde, c'est une épice parce que ces graines peuvent être utilisées pour changer le goût des plats. Et du coup, on la prépare quand même comme un condiment, c'est-à-dire que c'est une préparation qui se conserve longtemps et qu'on peut utiliser longtemps pour altérer l'arôme des plats parce qu'on va le mélanger avec du vinaigre, de l'eau, du sel, etc. C'est une préparation en entier. Mais la graine de moutarde en elle-même peut être considérée comme une épice. Et le produit fini, la moutarde, là, c'est plus un condiment. Ouais. Donc je veux juste terminer cette chronique juste peut-être pour revenir sur les aspects médicinaux en fait. Quand on étudie l'histoire du monde en général et même de l'Europe, on se rend compte que si les épices elles ont autant d'importance, c'est pas que pour leur aspect culinaire, mais aussi pour leur aspect médicinal. Parce que toutes ces molécules, elles sont fabriquées par la plante pour se protéger, etc. Donc elles ont un effet sur la biologie des autres organismes. Et ces effets-là, on les a utilisés et on en a tiré profit dans notre pharmacopée. Donc une molécule qui va repousser par exemple la prolifération d'un champignon, d'une bactérie ou quoi, on peut l'utiliser comme un antibiotique, un antifongique, un antiviral, etc. C'est logique en fait quand on les a utilisés pour ces usages-là et quand on les teste, la plupart du temps, ça marche. Ça a aussi un grand rôle parce que comme les épices étaient épicées, qu'elles donnent des sensations de chaud, etc. Dans notre conception, avant d'avoir toutes les notions de physiologie, d'anatomie et de médecine qu'on a maintenant, on théorisait la médecine selon des grands courants. Donc les maladies étaient liées à de la froideur ou de la chaleur. On avait des tempéraments qui étaient associés aux différentes humeurs et aux différentes températures du corps. Et dans cette grille de lecture, quand on attrapait froid, par exemple, on avait un rhume et qu'on avait une maladie froide, par exemple, on pouvait la combattre en utilisant des choses chaudes, comme des épices. Donc, c'est une grille de lecture un peu simpliste, mais ça explique aussi pourquoi les épices étaient au cœur des pharmacopées. Et maintenant, il y a tout un regain d'intérêt pour ces substances-là et pour ces épices, pour les repasser au crible de la science et des outils de chimie qu'on a maintenant, parce que ça va nous permettre de découvrir de nouvelles molécules ou de nouvelles stratégies thérapeutiques pour des maladies sur lesquelles il nous manque des outils. Typiquement, on redécouvre des anticancéreux sur des épices ultra communes qu'on a utilisées pendant longtemps juste en refaisant la liste des ingrédients qu'il y a dedans et en se disant on peut peut-être extraire cette molécule d'une plante actuellement. Et donc ça, c'est tout le travail un peu des ethnopharmacologues. L'ethnopharmacologie, c'est une discipline hyper passionnante et peut-être que je vous ferai un dossier là-dessus un jour. C'est des gens qui explorent les pharmacopées traditionnelles et qui essayent de voir comment les gens soignaient avant
avant qu'on ait la médecine moderne, entre guillemets, et d'utiliser, de repasser vraiment au crible l'ensemble des espèces végétales qu'on utilisait et leur posologie pour trouver des nouvelles solutions. Et typiquement, ça a de l'intérêt pour l'antibiorésistance, par exemple. Actuellement, on sait qu'il y a certaines bactéries dans le monde, et notamment en Inde, qui résistent à toutes les molécules antibiotiques qu'on connaît. Ça pose un problème, parce que si vous attrapez cette bactérie, eh ben, rien ne peut vous sauver, entre guillemets. Et donc, c'est urgent de trouver des nouvelles molécules qui ont cette propriété antibiotique et qui pourraient nous aider à pallier le problème. Donc, ça, c'est peut-être un message un peu d'apaisement. Souvent, on a tendance à se dire que les médecines traditionnelles et les pratiques empiriques, etc., ça n'a absolument aucune valeur, que maintenant on a fait des progrès, etc. C'est un point de vue, mais on y trouve aussi des savoirs qu'on peut considérer et respecter, qui certes sont basés sur des grilles de lecture du monde qu'on n'a plus actuellement, mais qui peuvent potentiellement orienter des recherches. Donc dans 70% des cas où on va réexplorer une mention d'usage, on se rend compte qu'il y a effectivement des molécules qui corroborent cet usage. C'est juste qu'on n'a pas pensé à regarder avant, parce que faire des analyses, ça prend du temps, des chercheurs, de l'argent. Et actuellement, avec la science, on peut utiliser la science comme un outil pour redécrypter tous ces usages et les remettre au goût du jour, mais de façon intelligente et rationnelle. Et donc voilà, le passé peut vraiment contribuer à trouver des nouvelles solutions pour le futur. Et c'est un petit message d'espoir, peut-être. Petit instant pub, il y a une société française d'ethnopharmacologie, la SFE, qui publie une revue régulièrement qui s'appelle Ethnopharmacologia, et du coup là le dernier dossier spécial, donc c'est le numéro 68 de leur collection, il était intégralement consacré aux épices, donc ça tombait très très bien du coup de faire cette chronique. C'est vraiment un numéro chouette et c'est assez bien expliqué, même s'il y a des éléments scientifiques dedans, donc je vous recommande d'aller voir si ça vous intéresse. Ce genre de choses. À ne pas confondre avec la SFE, qui est aussi la Société française d'exobiologie. Voilà. C'est pas la même chose. Mais finalement, entre les épices et l'exobiologie, Dune, Frank Herbert, finalement, la boucle est bouclée. Qui nous amène donc à la citation de l'émission. En fait, je sais pas, ça nous amène à la citation de l'émission, c'est Cléora, j'ai hacké. Oui, vas-y, je t'en prie. Si tu veux la faire, la citation, vas-y. Ah, on en a deux, la citation de l'émission. Je te laisse faire la première, parce qu'elle est de toi, Cléora. Enfin... Ah non, attends, moi je voulais la faire la première. Ah, tu fais la première? Alors, vas-y. Oui, parce que j'ai quand même trouvé le temps aujourd'hui d'aller voir sur Facebook qui avait commenté notre post, et du coup, on a l'honneur d'avoir une citation proposée par Blue Phoenix, qui est très délicate. La citation est « Il ne faut pas manger épicé, du moins pas en même temps, c'est dégueulasse ». Et effectivement, c'est une blague qui ne marche qu'à l'oral, mais je l'ai trouvée drôle sur le moment. Je vous laisse méditer là-dessus, et tu peux passer à la deuxième citation. Et moi, j'ai une citation du baron Harkonnen. He who controls the spice controls the universe. Celui qui contrôle l'épice contrôle l'univers. Alors, j'ai été regarder parce que j'avais un doute. Donc, elle n'est pas dans le livre. Elle est seulement dans le film de 81 de David Lynch, Dans des plaies à Pascal. C'est une citation qui n'existe que dans le film de David Lynch. Tu rajoutes un peu d'épices à Pascal, donc c'est bien. Il y a Blue Phoenix qui n'assume pas tout à fait. Eh ben oui, mais il faut que nos auditeurs sachent que quand ils commentent un post sur Podcast, c'est à leurs risques et périls. Parce que oui, on lit les messages de la communauté, alors envoyez-nous des messages. Ouais. Et même après cet épisode, je vous invite à nous partager vos meilleures spécialités épicées, pendant qu'on y est, parce qu'on a vu qu'on est plein d'épices. Quelle que soit la partie de la plante d'ailleurs, j'ai appris plein de choses ce soir. En tout cas, en espérant que cet épisode vous a semblé appétissant, on peut le dire, on se retrouve pour un prochain épisode pour vous piquer les oreilles et pas les papilles de curiosité, et comme toujours, en attendant, que servir la science soit votre joie.